Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette UpConf organisée par le magazine Respect en partenariat avec le groupe Up. Comment comprendre et accompagner l'illettrisme en entreprise? C'est le sujet de cette soirée. Pour rappel, le groupe Up est un groupe coopératif qui crée des solutions de paiement pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. On trouve donc parmi leurs propositions les titres déjeuner, les titres culture. Eh bien, tout cela, c'est eux. Et depuis plusieurs années, le groupe UP s'associe à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour sensibiliser le monde du travail à cette grande cause nationale. En effet, près de 2 millions de personnes en France souffrent de difficultés liées à l'écriture ou à la lecture, des difficultés qui sont souvent cachées. Alors, comment faire? Quelles sont les solutions que l'on peut proposer au sein du monde de l'entreprise pour accompagner les collaborateurs? Eh bien, nous allons aborder ce sujet avec nos invités. Bonsoir à tous les trois. Merci Bonsoir. d'être parmi nous. Alors d'abord, Christelle Chevalier-Gatté. Alors, Bonsoir. bonsoir et merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes psychologue, également chercheuse en psychopédagogie. Vous formez également des enseignants et vous avez étudié les causes de l'illettrisme. On va y revenir. À vos côtés, Kevin Dufrenoy. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Alors, vous avez été identifié dyslexique pendant votre parcours scolaire. Mais cela ne vous a pas empêché de suivre des études supérieures. Vous êtes aujourd'hui psychologue du travail. Et ça, c'est en partie grâce à l'aide de bénévoles d'une association qui s'appelle La Clé. Et vous êtes également aujourd'hui bénévole au sein de cette association. On va y revenir. Tout à fait. À vos côtés également, Corinne Gallet. Alors, Corinne, vous êtes enseignante spécialisée dans les réseaux d'aide pour élèves en difficulté en Seine-et-Marne. Et vous avez également écrit un livre qui s'appelle Adolescents en danger d'illettrisme. Et vous participez à de nombreuses formations, des expérimentations pour justement remédier aux difficultés liées à l'écriture et à la lecture. C'est ça. Merci beaucoup déjà d'être parmi nous ce soir. Et bien sûr, vous qui nous regardez derrière votre écran et parmi nous dans le public, sachez que vous pourrez à tout moment poser vos questions et on essaiera de les poser à nos invités pour rebondir justement sur les discussions. Alors, avant toute chose, pour commencer cette soirée, peut-être on va reformuler un petit peu les choses, remettre les bases. Quand on parle d'illettrisme aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Alors, quand on parle d'illettrisme, eh bien, cela concerne la situation des personnes, des adultes en France qui ont été scolarisés et qui, malgré cette scolarisation, ont du mal, une fois adultes, à être suffisamment autonomes au niveau de la lecture et de l'écriture pour composer, faire face à différentes dimensions de leur vie personnelle, culturelle, sociale, au travail également. Et donc, il est bien important pour bien comprendre ce qu'est l'illettrisme de faire la distinction avec l'analphabétisme. L'analphabétisme, ça renvoie à la situation d'adultes qui n'ont pas été scolarisés, qui n'ont pas été confrontés à l'apprentissage d'un code écrit, hein, que ce soit dans leur langue, hein, finalement. Donc, il faudra donc pour eux apprendre, hein, le code de l'écrit. Donc, bien distinguer ces deux éléments. Et juste, je rajoute par rapport à l'illettrisme, donc certes, la définition pointe beaucoup les manques, les difficultés, mais il est bien important de prendre en compte que ces personnes ont développé des compétences en dehors de l'écrit. Voilà un petit peu pour cerner les choses. Alors, Kevin, est-ce que vous, quand vous avez été identifié dyslexique, vous avez entendu ce mot illettrisme? Alors moi, quand j'ai été diagnostiqué dyslexique, c'était quand j'étais très jeune, hein, je devais avoir peut-être 5-6 ans, donc il y a assez longtemps. On n'avait pas encore justement mis de mot d'illettrisme dessus. Ça, c'est bien plus tard qu'on a pu mettre ce mot-là. D'ailleurs, que je trouve relativement violent, même en relisant dans le mail quand j'ai accepté de participer justement à cette émission, ça m'a renvoyé justement à tout ce passé-là, à ce côté de ce ressentiment, ce côté de honte aussi, de dissimulation. Et du coup, ça m'a renvoyé tous ces éléments-là de violence quelque part dans le mot illettriste. Donc, j'ai placé ce mot-là beaucoup plus tard, hein, je dirais peut-être quand j'avais une vingtaine d'années. Hein. Alors, Corinne, dans le milieu scolaire, est-ce qu'on parle d'illettrisme? Non, heureusement. On parle d'élèves en difficulté.
mais on ne parle pas d'illettrisme, puisque d'abord, il faut être adulte. Donc, tant qu'ils sont à l'école, on a toujours l'espoir qu'ils apprennent à lire. Donc, on va parler d'élèves en difficulté. Moi, j'aurais tendance à dire des élèves à risque d'illettrisme, finalement, au bout du compte, quand vous avez des enfants au collège ou des lycéens qui ont des difficultés avec le code, on sait qu'il ne va plus y avoir grand-chose comme solution, malheureusement, pour eux, et ils risquent de sortir de l'école, finalement, avec un tout petit bagage. Et comme le code n'est pas suffisamment automatisé, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir un phénomène d'oubli. De toute manière, ils ne vont pas lire beaucoup, parce que lire, c'est compliqué, c'est quelque chose, c'est pas une activité plaisir pour eux, parce que c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas de plaisir, hein. Et donc, de ce fait, ils vont finir par ne plus lire, n'entraînant plus leurs compétences de code, ils vont finir par oublier et par devenir effectivement illettrés. Alors, pour bien comprendre comment c'est possible aujourd'hui en France qu'on puisse sortir du système scolaire sans maîtriser l'écriture et la lecture parfaitement. Alors, je vais d'abord. Alors, bon, en tant qu'enseignante, c'est vrai que déjà, enfin, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais tant pis. Voilà, la formation des enseignants n'est pas très opérationnelle, on peut le dire. Bon, je vais pas parler des personnes vacataires, on en a beaucoup entendu parler, mais même sans ça, quand je fais de la formation et que je demande aux enseignants combien d'heures ils ont eu d'enseignement sur véritablement le décodage, comment on apprend à lire aux élèves, souvent on se retrouve avec 6 heures de formation, ce qui est très peu, parce que c'est un vrai métier. Alors c'est vrai que pour 80% des élèves, finalement, ça ne va pas trop mal se passer. En plus, si les parents sont derrière, ça va même bien se passer. Mais pour les élèves en difficulté, il n'y a pas vraiment de formation. Et donc les enseignants, c'est qu'est-ce que je fais? Et donc souvent, ils sont un peu dépités et ils n'ont pas de solution parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec ces élèves-là. Donc, il y a cette première chose. Et puis après, comme je vous disais, c'est ce phénomène d'oubli. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui commencent aussi à développer des compétences pour contourner leurs difficultés. C'est assez faramineux. Moi, je me rappelle d'un élève de CE2 qui ne savait strictement pas lire et qui répondait à des questions. Et donc, quand je lui ai dit, mais comment tu fais? Il me dit, c'est simple, la première question, c'est toujours le titre. Donc, il faut écrire ce qui est en haut. La deuxième question, c'est toujours l'auteur. Je vais en bas. Je dis, mais la troisième? Il me dit, la troisième, en fait, tu regardes les 3-4 mots, puis tu essaies de les repérer dans le texte, et puis tu réécris toute la phrase. Il me dit, souvent, tu as juste. Et puis, après, quand on demandait quel était le personnage principal, il disait, c'est simple, tu regardes les mots avec une grande lettre. S'ils se répètent plusieurs fois, tu l'écris. Et donc, du coup, finalement, sur 10 questions de compréhension, il répondait à 7-8 questions. Conclusion, l'enseignante disait, il n'a pas de problème de lecture puisqu'il répond aux 8 questions. Par contre, il ne comprend pas tout. Et donc, en fait, je disais, non, mais en fait, il n'est pas trop mou, quoi. Christelle, pour continuer. Oui, pour compléter, continuer, effectivement, les causes après de l'illettrisme sont larges parce que illettrisme, c'est plutôt une notion. Alors, Kevin, tout à l'heure, vous parliez de la violence du terme. Effectivement, c'est un terme qui a été créé dans les années 70 par ATD Carmonde, un terme issu de militants, et pour vraiment alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur le fait qu'en France, malgré la scolarisation, il y avait toujours des enfants, des adolescents qui sortaient du système scolaire sans savoir bien lire ou écrire. Donc, c'est un terme violent, effectivement, parce qu'il avait pour but de faire réagir l'opinion et les pouvoirs publics. Donc, c'est une notion, c'est-à-dire une idée un peu floue ou vague, contrairement à un concept scientifique tel que la dyslexie, par exemple. Et donc, on va avoir des publics assez hétéroclites derrière, et donc avec des causes très variées. Alors, effectivement, le rôle de l'école, mais peut-être pas que, et l'illettrisme de retour que vous pointiez, et avec également, j'ai perdu mon idée, l'illettrisme de retour, et aussi le sens de ce qu'est lire dans ce que vous dites, Corinne. Voilà, lire, c'est à la fois mettre en œuvre des opérations, décoder, mais aussi dans un but très proche qui est comprendre.
Et puis dans un but aussi plus global, un projet de lecture, hein, et donc on lit pour alors s'informer, pour se cultiver, pour se détendre, pour apprendre, etc. Et donc voilà, c'est tout ça aussi. Et puis, je pense aussi, une des causes aussi, c'est que quand les élèves arrivent au collège ou au lycée, alors bien souvent, ils sont orientés sur des sections un peu spécifiques, puisqu'ils sont en difficulté souvent dans tous les domaines, parce que petit à petit, ben, ils ne peuvent pas apprendre leurs leçons d'histoire, de géographie, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai que dans la tête des enseignantes de collège et de lycée, c'est comme on n'a pas pu apprendre à lire en école primaire, bah, de toute manière, ça ne sert à rien d'essayer plus parce que finalement, tout a été fait, ça n'a pas marché, bah, puisque ça n'a pas marché, autant arrêter. Puis voilà, c'est fini. Alors, Kevin, Il n'y a pas de rattrapage. je rebondis juste sur la dyslexie pour bien qu'on comprenne. En fait, qu'est-ce qui se passe pour vous et qui fait que ça vous empêche d'apprendre à écrire ou en tout cas de manière correcte les mots, quoi. Alors moi, ce qui se passait par rapport à la dyslexie, c'est qu'au départ, j'avais des difficultés justement pour l'apprentissage de la lecture également, mais après justement aussi pour retenir tout ce qui est les règles orthographiques, la mémorisation des mots aussi au niveau de l'orthographe, ce genre de choses. Au niveau de la dyslexie, donc j'étais suivi aussi pendant une dizaine d'années par un orthophoniste où on travaillait également aussi la prononciation des mots, l'inversion des sons aussi, parce que je confondais certains sons. J'avais aussi des difficultés parce que je parlais très très vite, donc du coup on ne comprenait pas forcément ce que je disais, même si j'avais beaucoup de vocabulaire par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quand j'étais petit. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça qui se jouait au niveau de la dyslexie. Hein. Et alors, on peut sortir du système scolaire donc sans maîtriser donc parfaitement l'écriture et la lecture et se retrouver donc dans le monde du travail en cachant ces difficultés. Ça, c'est possible, Christelle? Oui, hein, effectivement, en cachant ces difficultés parce que bah, les conséquences de l'illettrisme, après, ça va être eh bien, donc déjà une dépendance hein, dans les actes de la vie quotidienne, et puis aussi un sentiment de honte. Donc les personnes vont tout faire pour cacher hein, au maximum, et puis, comme on le disait, développer des stratégies de contournement. Donc, toute la difficulté, après, ça va être pour les personnes de trouver une personne relais, ressource pour oser en parler, en fait. Et c'est la première clé, oser du point de vue de la personne en parler, donc trouver quelqu'un de confiance, franchir le pas et puis, voilà, trouver les ressources pour faire ce chemin de réapprentissage. Puisque effectivement là, on va parler du monde de l'entreprise, c'est-à-dire si on s'adresse donc à des personnes voilà, qui peuvent être confrontées à des collègues ou des employés qui sont concernés, déjà comment repérer, comment en parler? Alors peut-être Kevin ou Christelle? Alors, comment repérer ou en parler du point de vue de la Oui, au sein de l'entreprise. personne? Voilà, exactement. Alors, peut-être que là, une clé, parce que donc, ce qui est difficile, c'est peut-être d'en parler au directeur des ressources humaines, parce qu'il y a l'enjeu aussi du travail, donc la peur peut-être de perdre son travail. Donc peut-être qu'il peut être intéressant aussi du point de vue aussi de l'entreprise de faire appel, de s'allier à un organisme de formation hein, qui propose des formations pour ces publics en situation d'illettrisme. Et cet organisme de formation peut faire ou des présentations, des sensibilisations. Voilà. Je pense qu'une médiation ou un intermédiaire peut être salutaire, ou en tout cas du point de vue des ressources humaines, bien se former pour avoir les clés nécessaires pour ne pas rajouter de la violence à une situation vécue déjà comme violente. Alors Kevin, vous justement qui avez fait tout un parcours de l'école, mais après vous avez suivi des études universitaires. Hein. Je rappelais tout à l'heure qu'aujourd'hui vous êtes psychologue du travail. Tout à fait. Et comment ça s'est passé pour vous? Et justement, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous aider encore plus en fait à cette époque? Alors déjà, quand j'étais au lycée, donc moi j'ai fait un bac pro commerce, on pouvait déjà me dire des choses par rapport à mon orthographe, pourquoi je faisais des fautes, ce genre de choses. Alors il faut savoir que j'étais aussi le champion du monde des phrases sans verbe. Donc je pouvais faire une phrase sans verbe qui durait 3 paragraphes par exemple. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a réglé quand j'ai intégré cette association-là. Alors l'association La Clé, c'est Association bien Clé, ça? voilà. Tout à fait.
Donc, peut-être ce que j'aurais aimé, c'est peut-être qu'on me prenne à part, justement, qu'on me dise, bah voilà, on va retravailler ces règles-là. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a aussi une part de déni, parce qu'on ne veut pas aussi voir les choses, même si on le sait par ailleurs, on fait comme si elles n'existaient pas et on continue à avancer malgré tout. Donc, on a des stratégies de contournement. Bah, moi, j'ai utilisé l'humour, par exemple. J'ai évité d'écrire certaines choses en public. Voilà, on essaye d'éviter certaines situations. Je pense qu'il peut aussi peut-être y avoir les collègues aussi au travail, pour avoir aussi travaillé enfin, dans un institut. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait des personnes en situation d'illettrisme. Elles n'en parlaient pas, bien évidemment, jusqu'au jour où elles s'en sont ouvertes à une collègue de travail qui est venue me voir en disant, écoute, voilà, il y a un tel, il a des difficultés en lecture, est-ce que tu pourrais pas essayer de voir un peu avec lui? Donc, ça a servi de relais. Alors, c'est vrai que je l'ai rencontré, on en a discuté, et puis ensuite, on a monté un petit projet, et c'est moi qui ai été le proposer à la DRH, en disant, voilà, je suis volontaire pour le faire après les heures de travail, voilà, ça coûtera pas un rond ni quoi que ce soit. Mais voilà, il y a aussi peut-être le relais des collègues des collègues de travail qui peuvent aider aussi un petit peu à dédramatiser et à trouver aussi les personnes un petit peu à droite à gauche qu'ils peuvent avoir dans leur réseau et dans le réseau de l'entreprise. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Vous disiez, voilà, la peur finalement de ces personnes, c'est de perdre leur travail. Est-ce que c'est possible d'être licencié parce qu'on est illettré? Alors, ça, je ne sais pas, mais bon, alors peut-être que ça peut être ou un prétexte, ou en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit le monde du travail ou le monde par ailleurs, on est dans un monde de l'écrit, hein, et quelles que soient les professions, on a besoin du recours à l'écrit, donc c'est un enjeu crucial. Et donc, on comprend après les personnes en situation d'illettrisme qui n'osent pas aller se confier, ou en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de trouver un intermédiaire et puis oser, du point de vue des personnes, l'avouer, hein, aussi. Donc, il y a et perdre son travail, mais aussi, et pour la personne, et du point de vue de la personne, perdre déjà une estime de soi fragile. Hein. Oui, on peut avoir après aussi un sentiment de faiblesse, c'est-à-dire que quand la personne sait, enfin quand d'autres personnes savent que vous êtes illettré, on peut aussi se dire ils vont peut-être en profiter, et puis c'est pas facile à reconnaître, et après avoir un sentiment de faiblesse, ne serait-ce que pour aller négocier peut-être des heures, des congés, etc. Et finalement se dire maintenant qu'il le sait, ma vie peut être un enfer parce qu'on connaît mon point faible. Bien sûr. Et Kevin, vous parliez aussi de ce sentiment de décalage aussi qui vous a longtemps habité. Oui, bien sûr, on se sent aussi isolé quand on est dans cette situation-là. Mm. On a un rétrécissement du monde, un rétrécissement de ses possibilités, comme vous disiez, on est dépendant aussi des autres, puisqu'on ne peut pas faire les choses par soi-même. Et c'est vrai que dans l'accompagnement qu'on peut faire au sein de clés, on va recevoir un public généralement de personnes qui vont avoir pris conscience justement de leur illettrisme, ou alors c'est l'employeur aussi qui va les orienter vers l'association, donc pour avoir un espace tiers justement, qui est en dehors de l'entreprise. Et c'est des personnes qui vont aussi vouloir évoluer professionnellement, mais du fait de l'illettrisme, vont être bloqués puisqu'ils ne vont pas pouvoir accéder à cette formation où il va falloir écrire justement. Donc, du coup, c'est un frein pour leur progression aussi professionnelle. Alors, une question par rapport aux jeunes salariés, avec effectivement l'ère du numérique, le langage texto. Est-ce que finalement, ils ont plus de risques, cette génération-là, d'être à la frontière, de flirter avec la frontière de l'illettrisme, Christelle? Alors, moi, je dirais qu'il faut être peut-être nuancé par rapport au fait que le monde numérique entraverait peut-être l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Par exemple, l'écriture texto, il y a des études qui ont pu montrer que être capable d'abréger, au niveau des textos, ça montre des compétences orthographiques développées, au contraire. Donc, voilà, il faut peut-être se méfier des approximations ou des rapprochements par trop hâtifs entre le numérique et la baisse des compétences en lecture-écriture. Par contre, quand on est en situation d'illettrisme, eh bien, voilà, l'appréhension du monde numérique va être encore plus complexe quand on sait aujourd'hui que la plupart des démarches administratives se font via le numérique. Et donc, on parle aujourd'hui aussi de ce qu'on appelle l'électronisme,
hein, c'est-à-dire là, le déficit dans les compétences numériques. Alors après, quoi qu'il en soit, hein, des compétences en lecture-écriture, mais quand déjà on a du mal à composer avec la lecture et l'écriture, du coup, le monde numérique est encore plus complexe. Corinne, vous qui avez travaillé sur la question des adolescents, qu'est-ce que vous pouvez nous partager justement sur ces craintes? Les craintes des adolescents? Oui, enfin des craintes plutôt des adultes par rapport aux adolescents qui ne maîtriseraient pas bien la langue française, quoi. Alors, que vous dire? C'est vrai que pour eux, c'est compliqué d'avouer. Déjà, à partir du collège, on voit que c'est compliqué pour eux d'avouer d'avoir des difficultés en lecture. Ça, c'est véritablement très, très embêtant pour eux. Je me rappelle, voilà, on faisait des petits groupes à partir de la 6e, la 5e, et justement, on en parlait un petit peu avec Kevin. Je disais, à partir de la 4e à 3e, je ne les voyais plus. C'était sous le... Enfin, voilà, il fallait qu'ils soient volontaires. Je ne les voyais plus parce que par rapport aux copains en 4e, aller avec Madame Gallet, voilà, c'était une étiquette à porter et donc ils n'en avaient plus envie. Après, je crois que parfois, ils sont souvent aussi dans le déni. C'est voilà, je me débrouillerai quand même, j'y arriverai. Et ils essaient de contourner et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur deux tableaux. C'est à la fois leur donner des outils, continuer de leur donner des outils pour continuer de contourner parce que finalement, c'est des compétences qui peuvent être intéressantes. Mais en même temps, à un moment donné, il faut qu'ils avouent. C'est triste à dire, mais il faut bien avouer ou leur dire carrément, écoute, tu as des difficultés en lecture, maintenant on va les travailler. Mais tant que ce n'est pas volontaire chez eux, c'est arrivé au collège, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais c'est vrai ils sont plus victimes que finalement souvent révoltés, j'ai l'impression. Oui, simplement, oui, ce que je voulais dire, oui, apprendre, hein, et quel que soit l'apprentissage, mais de la lecture et de l'écriture, c'est un sacré effort. Donc, effectivement, quand on commence à contourner, voilà, c'est peut-être plus facile ou moins difficile, moins coûteux sur le plan cognitif que de se coltiner à cet apprentissage complexe. Et pour autant, essayer de faire comprendre aussi aux enfants, aux adolescents, à quel point ça va être aidant dans leur vie de tous les jours. Donc, au-delà d'apprendre des opérations à décoder, au-delà d'apprendre à comprendre l'objectif immédiat, dans un horizon plus large, à quoi va me servir le fait de lire et d'écrire? Quel projet de lecteur je développe? Et c'est vrai que ça se heurte à la volonté, la motivation, le désir d'apprendre de l'élève. Alors Kevin, vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par un bac pro. Oui. Et finalement, pour aller à la fac de psycho. Voilà, donc c'est le grand écart. Alors, le grand écart. Deux mondes qui s'affrontent. Exactement, mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant de savoir un peu comment vous avez pu réussir avec les difficultés que vous aviez et surtout, qu'est-ce qui vous a aidé par rapport à un milieu universitaire assez exigeant, où là, il y a quand même une production écrite et comment ça se passe ensuite aujourd'hui dans votre métier, tout simplement, quoi. Ça, c'est toujours un grand mystère, savoir comment j'ai réussi justement à essayer de contourner ces difficultés-là. C'est jusqu'au moment où j'ai pris la décision justement et qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que ça pouvait me pénaliser dans mon avancée. Et là, vous aviez quel âge? universitaire. C'était à quel moment cette prise de Là, conscience? je devais en entrer en master, je dirais. Ah ouais. Donc, du coup, là, j'ai pris le chemin pour aller justement dans l'association Clé qui m'a accompagné sur ces questions pour remettre en place des choses que j'avais perdues, que j'avais dû acquérir, mais qui se sont perdues avec le temps, que j'ai évaporé. Même si par ailleurs j'ai une maîtrise de la lecture, là j'ai entre 1 et 3 livres par semaine depuis très longtemps. Donc c'est vraiment au niveau de l'écriture, la dysorthographie qui persistait. Et qui vous pénalisait dans votre parcours, en fait. Bien sûr, au niveau des résultats, au niveau de la façon d'exprimer les choses, au niveau de la structuration des phrases, tout simplement. Et actuellement, aujourd'hui, j'ai progressé, même s'il y a toujours un travail à faire par rapport à la dysorthographie, une reprise systématique de ce que j'écris, un retravail par rapport aux règles orthographiques, ce genre de choses. Donc c'est un travail fastidieux, mais c'est quelque chose que je fais, c'est une sorte d'habitude aussi. Donc maintenant, mes écrits professionnels sont reconnus, donc du coup, c'est aussi une victoire quelque part. Et ce n'est pas une fatalité. Ouais, il faut dire aussi que le français, c'est une des langues les plus compliquées au monde au niveau de l'orthographe. Et qu'en plus, en France, c'est un outil de sélection.
Ce qui n'est pas vrai dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés où, enfin des civilisations ou des sociétés, oui, on peut dire, où on va plus s'intéresser à ce qu'est capable de faire la personne plutôt qu'à sa lettre de motivation et essayer de savoir s'il manque un S ou s'il manque un point. Et donc, c'est vrai que la France, de ce côté-là, enfin, en tout cas, les personnes, notamment dyslexiques, ont deux problèmes. Le problème, c'est d'être né en France, parce que sur l'italien, finalement, c'est plus facile. Sur le finlandais, c'est plus facile. Déjà, l'orthographe est beaucoup plus transparente. Et en plus, en France, on en fait un outil de sélection, et ça date d'il y a très très longtemps, hein, puisque lorsque l'Académie française a été fondée, on s'est toujours beaucoup posé de questions sur est-ce qu'on réforme l'orthographe ou pas. Et la réponse a été sans ambiguïté, c'était si on facilite l'orthographe, comment allons-nous faire la différence entre les manants et les simples femmes? Donc, on en a véritablement toujours voulu être un peu élitiste avec notre langue, alors que voilà, le téléphone, en italien, on téléphone avec un F et a priori, ça marche pas mal quand même, quoi. Oui, je voulais rebondir également sur l'orthographe, hein. On parle plutôt de faute, hein, donc il y a quand même le poids des mots, faute ou l'erreur, ou voilà. Et c'est vrai qu'on a cette fâcheuse tendance à voir toujours ce qui va mal plutôt que valoriser les compétences ou ce qui est en cours d'acquisition ou acquis, voilà. Hein, donc, c'est compliqué aussi. Il y a tout un poids et un héritage culturel dans le rapport à la lecture et l'écriture et l'orthographe. Et c'est vrai que, par exemple, moi, quand je prends des élèves ou ça a été des lycéens, à partir du moment où on commence à pouvoir rire de ses fautes ou de ses erreurs, vous vous dites, ça y est, maintenant, on va pouvoir vraiment travailler, tout ce côté dédramatiser et on va pouvoir vraiment avancer, quoi. Oui, ça c'est vraiment le mot-clé, dédramatiser. Alors, vous disiez très justement que finalement, à tout âge, on peut réapprendre à lire et à écrire. Déjà parce que notre cerveau nous le permet, Christelle. Oui, voilà, donc ça c'est important une fois donc dépassé la honte, hein, et avoir dit ben voilà, j'ai des difficultés à lire, écrire. Après, on se dit toujours du point de vue de la personne en situation d'illettrisme, oh là, ça va être compliqué, ou et quand on est adulte, on apprend mieux quand on est enfant. On peut apprendre à tout âge, hein, à tout âge, le cerveau est plastique. Hein, et donc, apprendre au niveau du cerveau, c'est connecter entre les neurones d'une manière particulière, faire des chemins, hein, différents entre les neurones, et on peut le faire à tout âge, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, personne âgée. Donc peut-être qu'il y aura une souplesse plus grande chez les enfants, mais pour autant, à tout âge, on peut apprendre, et avec un ressort clé qui est la motivation. Hein, et motivation et estime de soi, ça va aller ensemble. Quand on commence à construire des premières réussites, ça enclenche après le chemin de la motivation, parce que dans la motivation, il y a quelque chose d'important qui est la persévérance, c'est-à-dire que face aux obstacles, hein, il y en a, hein, dans tout apprentissage, il faut trouver en soi des ressorts pour persévérer, avancer et continuer. Et là, on fait appel dans sa mémoire à des expériences de réussite passées. Donc il faut, voilà, enclencher des premières réussites pour construire ce chemin de la motivation. Et motivation et estime de soi, ça va aller ensemble. Alors c'est long, hein, un travail long bien sûr, mais voilà, il faut être aidé, accompagné, stimulé, encouragé sur ce chemin. Alors Corinne, vous qui travaillez avec des enfants, mais aussi des adultes, hein, dans votre parcours, vous avez travaillé avec des adultes. Comment ça se passe? Comment vous avez travaillé avec eux? Différemment entre les enfants et les adultes. C'est vrai qu'avec les enfants, je dirais que c'est facile parce qu'ils sont volontaires, en fait. Une fois qu'on croit en eux, qu'on a le sourire, qu'on a un peu la pêche, eux sont pleins d'envie de réussir, justement. Et c'est vrai que quand ils commencent à réussir à écrire un mot et qu'ils voient Corinne avec un grand sourire, voilà, ça démarre et enfin, je dirais pas que c'est facile, mais ça roule. Avec les adultes, je pense qu'il faut un peu plus construire leur projet, c'est-à-dire savoir un petit peu, finalement, être plus à l'écoute de pourquoi ils ont envie d'apprendre à lire, notamment pour répondre finalement aussi à leur projet et aller dans leur sens.
Moi, voilà, tout à l'heure, on en discutait. Il y avait une personne, un adulte illettré. Souvent, il y a des déclics au moment où les enfants rentrent à l'école, puisque ben, ils ne peuvent pas lire d'album à leurs enfants. Et puis après, il y a le CP, ils voudraient bien les aider, mais ils ne peuvent pas les aider. Et donc, j'ai eu des adultes comme ça où, du coup, ils apprenaient à lire sur des albums pour enfants. Alors, ça a l'avantage d'avoir des mots un peu simples. Et du coup, voilà, on apprenait à lire là-dessus. Et puis, une fois qu'ils savaient bien le lire, je disais, allez, maintenant, vous allez pouvoir le lire à vos enfants. Et là, enfin, voilà, véritablement, c'est une joie. Mais il y avait aussi d'autres adultes qui me disaient, tu peux écrire le mot médecin, tu peux écrire le mot dentiste, tu peux écrire tout ça, il faut que je les apprenne. Donc, il faut un peu aussi suivre leurs projets, leurs envies, leurs besoins aussi réels de tous les jours pour finalement les aider au mieux et qu'ils sentent que, bah oui, ça fonctionne parce que ce projet-là, voilà, c'est vrai que ça paraît bête pour nous, mais savoir lire le mot médecin et dentiste sur des plaques, ben, c'est essentiel finalement pour eux aussi. Alors Kevin, pour revenir sur l'association Clé, hein, qui vous a accompagné, mais aujourd'hui vous êtes aussi bénévole dans cette Oui, association. tout à fait. Alors parlez-nous juste un petit peu de l'association et puis aussi de vous, ce que vous faites aujourd'hui en tant que bénévole. Bon, du coup, c'est une association qui vient en aide aux personnes qui sont en situation d'illettrisme ou d'inélectronisme aussi. Donc moi, j'anime un atelier multimédia où on va retravailler justement les notions de base en français, parfois en calcul, sous forme d'ateliers informatiques, c'est-à-dire ça va être des exercices qui vont être sur Internet généralement, donc ça va être des jeux. On va venir réapprofondir justement les notions de base qui ont été travaillées en binôme par ailleurs. Parce que les apprenants sont suivis par un binôme où ils travaillent justement un projet en particulier qui a été défini avec eux par rapport à leurs objectifs parfois professionnels. Alors c'est vrai que souvent pour les adultes, c'est des objectifs professionnels. Ça veut dire ça va être une formation, ça va être il faut que j'apprenne à lire ou à écrire parce que justement il faut que je passe cette formation-là ou que j'obtienne ce diplôme-là à la fin ou cette certification-là pour pouvoir avancer. Et ça, comme vous disiez aussi, Corinne, le fait parfois d'avoir le déclencheur qu'on va avoir des enfants et qu'on veut justement pouvoir les accompagner au mieux dans les apprentissages quand ils vont rentrer en CP, ça a un côté aussi quelque part qui va faciliter aussi le côté, mais c'est un côté aussi humiliant quand vous avez 40 ans, vous êtes dans votre vie professionnelle et vous devez retravailler des bases avec des manuels de CM1 ou de CP. Donc c'est quelque chose au niveau de l'ego qui vous donne un coup quand même. Donc c'est vrai que ça peut aider aussi de ce point de vue-là d'avoir cet objectif-là avec les enfants, avec ses enfants pour les accompagner. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui vous a marqué parmi les personnes que vous avez suivies? Pas particulièrement, mais en tout cas, c'est la volonté de certains de s'en sortir et de dépasser justement les difficultés qu'ils peuvent avoir et, voilà, et d'y arriver. Moi, je dirais Alors, qu'il y avait une chose qui m'a épatée souvent chez eux, c'est la réflexion qu'ils ont sur la langue. C'est-à-dire que bon, quand vous êtes avec des enfants, c'est vrai que voilà, vous leur dites M et A, ça fait ma, etc., etc. Mais dès qu'ils commencent à être un peu plus âgés, et puis adultes encore plus, quand vous leur dites que le AN, ça peut s'écrire EN, que ça peut s'écrire AN, que ça peut s'écrire AM, EM, ils vous regardent et ils vous disent non mais c'est un autre monde ton truc. Et ils ont comme ça toute une réflexion sur la langue. Et en fait, on apprend beaucoup sur la difficulté de notre langue. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas eu de soucis, ben, finalement, on se dit, bon, bah, c'est facile, voilà, on nous dit, puis on fait, puis c'est tout. Et quand vous avez comme ça un retour qui vous dit, non, mais attends, là, je ne comprends pas. Là, tu m'as dit que le C, ça faisait cup dans chocolat. Puis là, tu me dis que maintenant, ça fait un C dans signe. C'est quoi ton truc? Et vous dites, ah oui, effectivement, c'est bête, mais c'est compliqué. Christelle? Oui, en vous écoutant, Corinne, je pensais, j'ai été formatrice dans un organisme de formation et donc c'était un apprenant qui s'appelait Christian et donc je lui ai parlé un jour du sens de l'étymologie, enfin du sens de son prénom, Christian. Et alors, ça a été pour lui une révélation, hein, et il a dit: «Ah oui, les mots, enfin, ça vient de quelque part», enfin, c'était quelque chose comme ça autour de l'étymologie et ça a été une grande émotion, alors pour lui, puis pour moi aussi de comprendre ou de découvrir ça ou de faire toucher ça du doigt à une personne, hein. Et également donc comme, vous disiez, ce qui est important avec les adultes, c'est de, partir de, leur projet. Donc moi, j'intervenais dans le Maine-et-Loire et une région rurale et pour beaucoup, c'était, obtenir le permis de conduire, apprendre, à lire pour décrocher d'abord le code de la route
et puis apprendre, enfin, décrocher le permis de conduire. Et c'est vrai qu'à force d'entendre ça, permis, ben voilà, il y a aussi symboliquement derrière, il y a une personne, hein, Anne Vinerier, qui a une chercheuse, écrit un ouvrage permis de lire, permis de vivre finalement. Hein. Donc derrière, ben voilà, un bien ancré sur quel est mon projet de lecteur et là qui va prendre sens de manière vraiment accrue pour des adultes finalement. Alors, dans ce contexte, quel rôle peut jouer l'entreprise pour justement lutter contre ce phénomène d'illettrisme? Alors déjà, l'entreprise a un grand rôle à jouer parce que la dernière enquête autour de l'illettrisme, hein, qui date de 2012 de l'INSEE, montre que plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme travaillent. Hein, donc déjà, que l'entreprise prenne conscience, hein, de toute cette importance. Et puis le rôle à jouer, hein, donc effectivement être un petit peu, j'allais dire, stratège, mais en tout cas, avoir un partenariat avec des organismes de formation pour déjà être sensibilisé à la problématique et voir les réseaux. Hein, quand on soupçonne peut-être que la personne a des difficultés, on pourrait lui dire va voir peut-être tel organisme pour créer un pont. Hein, pour que la personne ose en parler et une fois que cela est fait, hein, quand la formation démarre, ça va entraîner un certain nombre de choses positives, hein, décrocher déjà des diplômes et puis avancer dans l'entreprise. Donc l'entreprise a tout à y gagner, hein, d'aider les personnes en situation d'illettrisme à réapprendre à lire et écrire, parce que les personnes vont gagner en confiance, hein, et puis gagner en compétences et vouloir après progresser au sein de l'entreprise. Oui, vous le disiez, hein, l'estime de soi, la motivation, c'est vraiment les clés du succès. Corinne. Oui, c'est les clés. Et puis croire, je crois croire aussi en les personnes qu'on va aider. Si on ne croit pas en eux, c'est pas la peine, parce que même si on veut faire semblant, ça se sent. Enfin, voilà. Mais croire en justement la plasticité cérébrale, c'est pas un mythe, c'est réel. On peut apprendre à tout âge, et donc oui, il faut croire que c'est possible, sinon on fait plus rien, quoi. Et pour rebondir aussi, je voudrais aussi ramener quelque chose par rapport à l'illettrisme. Il faut voir aussi qu'il y a des enjeux un peu sanitaires aussi. On s'aperçoit aussi que ce sont des personnes qui ont une espérance de vie moindre que les personnes lettrées, notamment parce que, comme je vous le disais, trouver un médecin, c'est bête, mais quand on ne sait pas lire la plaque, c'est des gens qui vont plus souvent aux urgences et qui ont moins finalement de suivi médical, qui sont très peu perméables à tout ce qui est message de prévention aussi de santé. Voilà, quand on reçoit différents messages, je ne sais pas, sur le cancer du sein ou d'autres, ils ne les lisent pas, ils ne regardent pas, ils ne savent pas. Et donc, souvent, c'est des personnes pour lesquelles il y a une espérance de vie beaucoup moindre. C'est des personnes qui sont aussi souvent plus accidentées, parce que c'est pareil, dans une entreprise, ils ne peuvent pas lire non plus tous les panneaux. Ça paraît bête, mais voilà. Donc, il y a aussi ce type d'enjeu aussi par rapport à l'illettrisme. Kevin, ça coûte de l'énergie de mettre en place des stratégies comme ça d'évitement. Ça vous a coûté beaucoup? Sans doute, inconsciemment, sans doute, mais après, d'un point de vue conscient, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est coûteux de mettre en place des stratégies. C'est aussi quelque part intimidant et puis malaisant, parce qu'on se sent pas, on a peur de se faire démasquer aussi, quelque part. Le jugement de l'autre, le regard de l'autre, c'est aussi quelque chose qui est très important dans cette problématique-là. Donc l'enjeu dans l'entreprise, c'est aussi de casser les préjugés finalement et les idées reçues, Christelle. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien important déjà de bien comprendre ce qu'est l'illettrisme. Hein, c'est pas un manque de volonté de la personne à un moment donné dans son parcours. Eh bien, voilà, elle s'est retrouvée à ne pas avoir des difficultés à lire, écrire. Donc bien comprendre cette réalité, bien en cerner les enjeux et puis voir toute la difficulté à en parler. Donc le plus délicat, c'est amorcer ce point, hein, ou créer les conditions pour que la personne ose en parler sans se sentir jugée,
hein, et donc cassée au niveau de son image d'elle-même qui déjà est fragile, hein, finalement. Alors justement, quelles solutions peut-on mettre en œuvre, qui existent, qui sont à notre portée au niveau des associations ou alors des programmes? Je pense au programme Voltaire, par exemple. Est-ce qu'on peut un peu balayer ce qui existe? Déjà que les entreprises proposent des formations, soit en interne ou soit proposent des parcours de formation. S'il a été mis en évidence qu'il y aurait pour certaines des fragilités, donc soit proposées en interne ou avec des partenariats, des formations, alors qui seront longues du point de vue des personnes, mais dont on a vu tous les bienfaits ou toutes les possibilités finalement. Plus globalement, peut-être sur les solutions, quelles sont justement, à partir de vos expériences respectives, les choses que vous auriez envie de mettre sur la table, Corinne? Moi, en éducation nationale, je vais vous parler des moyens. Je ne parle pas des moyens au niveau du salaire, mais je vous parle des moyens, oui. C'est compliqué pour trouver du temps. Moi, je suis un peu un dinosaure sur la Seine-et-Marne. Rappelez-nous où Voilà, vous en travaillez. tant qu'enseignante spécialisée en RASET, donc ça veut dire qu'en fait, je suis une enseignante supplémentaire dans une école et que je travaille avec les élèves en difficulté, mais pas en système de classe, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur classe ordinaire et je les enlève ou des fois je co-interviens avec l'enseignante. On est pratiquement plus en Seine-et-Marne. Voilà, c'est parce que je suis une vieille et on n'ose pas m'enlever mon poste pour le moment. Et puis en collège, faire des formations parce que franchement, j'ai travaillé avec beaucoup de collèges. Il y a des professeurs qui sont volontaires pour prendre à bras le corps ce problème-là. Sauf que la première chose qu'ils vous disent, et même, voilà, vous avez un professeur de français, il vous dit, mais moi, je sais faire du français, je ne sais pas apprendre à lire. Et donc, c'est vrai de pouvoir les former et qu'ils puissent avoir des heures pour avoir des petits groupes, parce que ce n'est pas en classe entière qu'on peut arriver à faire ça, notamment parce que même si on nous parle de pédagogie différenciée, prendre un petit groupe à part et toute la classe fait autre chose, ça veut dire que tous les autres vous voient lire Pape Pipopu ou Chachochi Chouchu, enfin bref, etc. Donc au niveau de l'image, quand même, c'est pas le mieux. Donc c'est vrai que d'avoir des heures pour pouvoir retirer ces enfants de la classe et puis travailler 1 heure, 2 heures par semaine déjà, ne serait-ce que ça, voilà, c'est une question de moyens. La volonté au niveau des enseignants, je pense qu'il y a très peu d'enseignants qui ont envie de dire, moi, mes élèves, ils savent pas lire et je suis content, quoi. Mais c'est vraiment un problème de formation et puis un problème ensuite de moyens de pouvoir permettre à ces élèves-là d'être pris en petits groupes et correctement. Kevin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement sur les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour peut-être améliorer les choses? En termes de solutions, déjà, il y a les associations qui existent, il y a ensuite des formations qui peuvent exister. C'est aussi déconstruire peut-être les représentations qu'on peut avoir justement sur l'illettrisme. Ce pas des gens qui sont bêtes, c'est des gens qui ont une intelligence, qui sont intelligents comme la plupart des gens, qui sont peut-être même plus intelligents, parce qu'il y a la nécessité de construire des stratégies comme ça, de contournement. Ça nécessite justement une adaptation à l'environnement également. Donc, du coup, c'est des gens qui sont créatifs quelque part. Christelle? Voilà, effectivement, je crois que ce qui est important et ce qui a été dit, c'est déconstruire ces a priori, et donc proposer également des formations, mais travailler sur la déconstruction des a priori. Également, ce qui est important, c'est dans ces démarches de formation continue, finalement pour des adultes, prendre en compte le fait que ce sont des adultes. Et puis, dans ces formations, ça ne va pas être que, entre guillemets, apprendre à lire ou réapprendre à lire, écrire, mais tenir compte aussi d'un être humain dans ses différentes dimensions, donc cognitives, mais aussi affectives, et notamment prendre en compte ce que la personne a pu vivre aussi quand elle était à l'école. Moi, j'ai eu l'occasion de mener des entretiens avec des personnes en situation d'illettrisme, mais qui disaient combien le parcours scolaire, pour certains, avait pu être douloureux, le sentiment que le maître ou la maîtresse ne les prenait pas en compte, et puis finalement les laisser au fond faire ce qu'ils souhaitaient ou aller dans le couloir. Donc il y a aussi
tout ça à prendre en compte dans les formations, pas seulement, entre guillemets, réapprendre à lire et écrire, mais tout ce qu'il y a autour et qui les constitue comme êtres humains entiers, avec leurs forces, leurs joies, mais aussi des échecs qu'ils ont pu avoir. Et que, du point de vue de l'entreprise, aussi bien prendre en compte le fait que ça va être long. Ça va être long, mais pour autant que de bénéfices après à long terme, et du point de vue alors des personnes, mais aussi de l'entreprise. Corinne, pour compléter. Pour compléter, oui. Oui, on a tout dit, je pense. Voilà, oui, la formation, c'est essentiel. La représentation aussi qu'ont les enseignants des élèves en difficulté, c'est compliqué pour eux. Mais je pense que quelque part, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils sont un peu pris dans un piège. Alors, c'est vrai que l'école devient très rapidement maltraitante. Si vous ne suivez pas un certain rythme d'apprentissage, on va être dans une maltraitante qu'on va appeler institutionnelle, parce que, quelque part, au niveau des enseignants, ça rejette une image de finalement, les enseignants se sentent incapables. Donc, en fait, vous avez un élève qui dit à l'enseignant, tu vois, tu es un incapable. Alors, forcément, après, on préfère qu'il soit dans le couloir plutôt qu'il nous voit comme un incapable. Enfin, il y a vraiment à la fois la souffrance de l'élève, mais il y a aussi la souffrance des enseignants de ne pas savoir quoi faire et de ne plus oser faire. Enfin, moi, j'avoue qu'il y a des fois où je suis un petit peu effarée parce que quand des enseignants me disent « mais je fais quoi ?» Il faut lui apprendre à lire. « Ah oui, mais c'est pas dans le programme. » Non, mais le programme, c'est fini. Enfin, c'est pas l'urgence, ton programme. Le programme, pour lui, c'est sortir de l'école en sachant lire. « Oui, mais quand est-ce qu'il va faire de la grammaire ?» Non, mais c'est pas grave, ça, la grammaire. D'abord, il faut qu'il apprenne à lire. Et à un moment donné, je crois qu'ils sont noyés entre la volonté de respecter finalement un ordre institutionnel ou un programme, voilà, et de mettre un peu d'humanité et de dire, bon, là, je m'en dégage parce que de toute manière, c'est juste impossible. Et donc, quand je dis, mais il est en CE2, il est non lecteur, tout ce que tu lui proposes, c'est impossible. Donc, autant lui proposer des choses possibles. Mais c'est vrai qu'ils ne se donnent pas le droit et je pense qu'ils ne croient plus du tout en leur pouvoir. Alors, pour autant, il y a des associations, on en parlait avec vous, Kevin, un clé. Les bénévoles qui sont dans cette association, ils ont quel type de profil, justement? Est-ce n'importe qui peut être bénévole à clé ou est-ce qu'il faut avoir des compétences spécifiques? Alors, n'importe qui peut être bénévole, justement. Il suffit d'avoir la volonté d'accompagner les personnes, d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, quelque part, pour les soutenir. Donc, il n'y a pas de prérequis particulier. C'est la bonne volonté de tout à chacun de pouvoir aider des personnes en difficulté dans ces situations-là. Donc, visiblement, les bénévoles, ils ont vraiment cette mission d'encourager. C'est vraiment ça ce qui est important, finalement, dans cette relation entre le bénévole et la personne accompagnée. Surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir développer un rapport de bienveillance, justement, pour pouvoir créer une confiance, parce que justement, c'est des gens qui ont perdu justement confiance en eux, confiance dans les autres aussi, parce qu'ils sont isolés. Du coup, il faut reconstruire ce tissu-là pour pouvoir justement faciliter l'apprentissage, le réapprentissage en tout cas. Donc, du coup, c'est un chemin qui se fait progressivement et avec le savoir-faire de cette association-là, justement, ça aide aussi à pouvoir progresser vite et à pouvoir construire justement cette relation importante. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive quasiment à la fin de cette heure. Je vois qu'il y a plusieurs personnes parmi le public qui nous écoutent également, et puis vous, bien sûr, qui êtes derrière vos écrans. Alors, n'hésitez pas, on a quelques minutes devant nous, donc s'il y a des questions qui vous viennent, c'est le moment peut-être de les poser. Donc, nos invités sont là pour vous. Est-ce que parmi vous, il y a des questions peut-être? Oui, monsieur? Alors, attendez. On va vous donner un micro. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous interpeller sur une question. Y a-t-il une échelle ou plusieurs niveaux d'illettrisme? Parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui savent déchiffrer un texte, une phrase, mais pour parler du permis, il y a quand même des subtilités sur ces questions du code de la route. Donc, si on ne maîtrise pas, on arrive à déchiffrer, à lire, mais on n'arrive pas à acquérir cette capacité de déchiffrer la subtilité. Donc,
Donc, pour moi, il y a plusieurs échelles, plusieurs niveaux ou une échelle d'illettrisme. Moi, je travaille dans le social, j'ai 2 collègues, je suis technicien, je m'occupe de la maintenance des centres d'hébergement. J'ai 2 collègues, ils ont été recalés pour la nationalité parce qu'ils avaient un problème de langue. Tous les 2. Donc, ils essayent de faire des formations. Sur une autre association, il y a un chef de service qui a refusé. C'est comme si c'était une tare ou comme l'alcoolisme, voire autre chose, d'admettre qu'on ne maîtrise pas la langue pour aller faire une formation. Donc, voilà, je vous interpelle sur ces petites choses qui me viennent à l'esprit. J'en ai peut-être d'autres, mais je laisse la parole Sachant aux autres, que quoi. voilà, la réponse sera courte car on arrive à la fin de. Oui, mais c'est une question très du live. intéressante sur les différents niveaux et degrés. Et justement, illettrisme, on l'a vu tout à l'heure, ça ne va pas être le terme qui va convenir, littératie plutôt. Et là, on s'appuie sur des recherches nord-américaines, québécoises. Au Québec, on parle de littératie avec des degrés, effectivement, de 1 à 5. Et comme ça, avec une échelle comme ça va être plus simple aussi pour pouvoir proposer, par exemple, des formations. Ou voilà. Donc oui, il y a différents degrés et niveaux, effectivement. Effectivement, enfin, je pense que ce qui est important, c'est de bien évaluer les besoins de la personne, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y en a quelques-uns, enfin, il y en a qui décodent, mais ils n'ont pas suffisamment d'aisance, finalement, et puis lire une ligne, ça ira, au bout de 5 lignes, ils ne comprennent plus, alors non pas parce qu'ils n'ont pas de capacité de compréhension, mais le coût cognitif du décodage est tellement important que finalement, ils n'y arrivent plus. Donc, il faut véritablement bien évaluer, savoir où en est la personne pour pouvoir lui proposer au mieux, finalement, les exercices qui pourront l'aider à progresser. Je suis représentant du personnel, j'essaie d'admettre à la personne qui s'occupe des formations, de mettre en place des formations sur plusieurs niveaux pour essayer de satisfaire les différents stades où mes collègues sont pour pouvoir les aiguiller vers telle ou telle formation. Ouais, on a bien compris l'enjeu des formations pour les entreprises, pour vraiment accompagner ces salariés, quelle que soit leur difficulté, le niveau de leur difficulté. On arrive à la fin de cette heure d'échange. Peut-être un dernier mot chacun pour conclure autour de ce sujet. Comment accompagner et l'illettrisme en entreprise? Oui, moi je dirais donc surtout retenir, on peut apprendre à tout âge et puis combattre les préjugés, les idées reçues. Et pour ce faire, essayer de bien comprendre ce qu'est la situation d'illettrisme. Kevin? Que c'est pas une fatalité, et puis peut-être passer un message personnel. Moi, c'est la première fois que je parle d'illettrisme de manière publique, en plus devant une audience avec des caméras, avec un public. Donc du coup, c'est vrai que c'est une épreuve, et donc il y a un chemin qui a été fait depuis mes débuts, on va dire. Voilà, merci. Corinne? Je dirais juste que ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup pour les personnes qui apprennent à lire, mais ça vaut le coup aussi pour le formateur, parce que c'est une grande joie quand on a enfin des élèves qui peuvent vous dire ah, j'ai lu un livre, ou des adultes qui vous disent là maintenant j'ai pu lire ça. Et franchement, ça fait du baume au cœur, et c'est peut-être un petit peu égoïste aussi de la part du formateur, mais il faut penser à soi aussi, et donc ça fait énormément de bien aussi pour soi, il ne faut pas l'oublier aussi. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ce sujet, cette grande cause nationale. Merci à vous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés pendant cette heure. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au revoir. Merci. Merci. Merci.